Donald Trump devra revenir devant le Sénat américain pour répondre des événements au Capitole. Son acte d'accusation a été transmis. Distribuer les vaccins de trop en stock. L'appel est du président sud-africain. Il dénonce les hémonies des pays européens qui en accaparent. Mesures restrictives anti-Covid-19, les Libanais n'en peuvent plus. Ils sont descendus dans les rues pour crier leur faim. Bonjour et bienvenue à ce journal. Aux États-Unis, les démocrates tiennent à la destitution du désormais ancien président Donald Trump. Son acte d'accusation a été transmis ce lundi au Sénat. Le Sénat qui devra convoquer l'ancien président dès ce mardi en vue de son procès attendu pour s'ouvrir le 9 février prochain. Nous vous proposons un extrait des chefs d'accusation auxquels Donald Trump devra répondre. Au cours des mois précédant la session conjointe, le président Trump a fait à plusieurs reprises de fausses déclarations affirmant que les résultats de l'élection présidentielle étaient le produit d'une fraude généralisée et ne devaient pas être acceptés par le peuple américain ni certifiés par les fonctionnaires des États ou de la Fédération. Peu avant le début de la session conjointe, le président Trump s'est adressé à la foule à l'ellipse à Washington, D.C. Là, il a réitéré les fausses affirmations suivantes. Nous avons gagné cette élection et nous l'avons remportée par une victoire écrasante. Il a également délibérément fait des déclarations qui, dans leur contexte, ont encouragé et probablement entraîné des actions anarchiques au Capitole, telles que « si vous ne vous battez pas comme un fou, vous n'aurez plus de pays ». La conduite du président Trump le 6 janvier 2021 a fait suite à ses efforts antérieurs pour renverser et entraver la certification des résultats de l'élection présidentielle de 2020. Parmi ces efforts, il y a eu un appel téléphonique le 2 janvier 2021 au cours duquel le président Trump a exhorté le secrétaire d'État géorgien Brad Raffensperger à trouver suffisamment de voix pour renverser les résultats de l'élection présidentielle en Géorgie et a menacé le secrétaire Raffensperger s'il ne le faisait pas. Le parquet guinéen, lui, a requis lundi 10 ans de prison ferme à l'encontre de Mamadi Condé, un opposant à un troisième mandat du président Alpha Condé, poursuivi pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et incitation à la révolte. Mamadi Condé, un jeune opposant et blogueur vivant alternativement en Guinée au Canada, a été arrêté le 26 novembre 2020 et est depuis écroué à la prison civile de Conakry. Il est poursuivi pour menaces, injures, atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, xénophobie, incitation à la révolte, après avoir publié des textes contre un troisième mandat d'Alpha Condé et des vidéos critiques contre le pouvoir. Le procureur a requis 10 ans de prison et réclamé également une amende de 300 millions de francs guinéens, environ 27 000 euros. Mamadi Condé soutient ne pas reconnaître les faits qui lui sont reprochés. J'ai beaucoup de vidéos dans l'intention de conscientiser le peuple. J'ai fait ces vidéos juste pour donner mon opinion, a-t-il dit lundi à la barre du tribunal. Je demande pardon au président Alpha Condé s'il estime qu'il a été vexé par mes écrits ou autres productions. Le jugement a été mis en délibéré au 8 février. Le procès s'était ouvert le 18 janvier. Les semaines avant et après l'élection ont vu l'arrestation de centaines d'opposants, selon Amnesty International et Human Rights Watch. La Guinée a été le théâtre pendant des mois d'une mobilisation contre un troisième mandat consécutif du président Condé. La contestation, plusieurs fois brutalement réprimée, a fait des dizaines de morts depuis octobre 2019. Alpha Condé, 82 ans, a néanmoins été proclamé vainqueur dès le premier tour de la présidentielle du 18 octobre 2020 par la Cour constitutionnelle. Des centaines de candidats sont en lice pour les législatives du 6 mars en Côte d'Ivoire. 255 sièges dans 205 circonscriptions sont en jeu. Le parti d'Henri Konan-Bédié a positionné près de 140 candidats et laisse une centaine de sièges à son allié. Plus de précisions à travers cet élément. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, et ses alliés de la plateforme Pro-Gbagbo de DS se sont répartis les circonscriptions.
À cet effet, le numéro 2 du PDCI, Maurice Kakou-Gikawe, en convalescence en France, défendra son fauteuil de député à Gagnoa, sous-préfecture, notamment face à Marie-Odette Lorouillon, chargée des femmes au sein du FPI Gbagbo, avec qui le PDCI est pourtant allié pour ce scrutin. À Marcory, le maire, Abi Raoul, portera les couleurs PDCI aux côtés d'un colistier député sortant dans cette circonscription qui compte 2 sièges. Mais il aura face à lui un proche de Laurent Gbagbo en la personne de Damana Picasse, exilé au Ghana depuis 10 ans. Même scénario à Port-Boué où le maire PDCI, Sylvestre Emou, est en lice contre un candidat aligné par l'allié EDS, Justin Kone-Katina, un autre exilé proche de l'ancien président Laurent Gbagbo. Le PDCI met le paquet sur les régions du centre, mais ne délaisse pas les autres pour autant. Jean-Louis Billon est candidat dans le Hambol, à Dabakala, ville dont il a longtemps été maire. Enfin, dans le Haut-Sassandra, Alphonse Didier Madi, figure du PDCI, a finalement obtenu l'investiture du parti après avoir d'abord déposé son dossier comme indépendant. Au plateau, Jacques Ewuo, maire et député sortant, défendra son siège. Tout comme Yasmina Weyen à Cocody. Elle avait été élue en indépendante en 2016. Cette fois, elle a reçu l'investiture du parti d'Henri Konan Bédié. Et puis, comme un air de revanche, Georges Ezalé tentera de conquérir le fauteuil de député de Bassam 2 ans après avoir perdu la mairie. Dans quelques cas, des candidats des 2 formations briguent le même siège. Au Nigeria, 7 enfants ont été kidnappés dans un orphelinat près de la capitale Abuja. Les ravisseurs sont une bande de criminels. Ils réclament une rançon pour libérer leurs otages. 11 personnes au total avaient d'abord été enlevées, a expliqué la directrice de l'orphelinat. Mais un adulte et 2 enfants ont été finalement relâchés par les criminels et ramenés à l'orphelinat parce que l'un des enfants pleurait et qu'un autre ne pouvait pas se déplacer par lui-même. Ils ont été kidnappés samedi entre 1h et 2h du matin par un groupe d'environ 25 hommes. Les criminels ont demandé une rançon de 10 millions de naira, soit environ 26 000 $, pour la libération des otages qui ont entre 9 et 14 ans. Une porte-parole de la police a confirmé l'incident et a déclaré qu'elle avait lancé une opération pour assurer la libération des enfants sains et saufs. Les enlèvements contre rançon sont très fréquents au Nigeria, en particulier dans le sud du pays riche en pétrole et dans le nord-ouest où des centaines de personnes de diverses catégories sociales ont été kidnappées ces dernières années. Les victimes sont généralement libérées quelques jours ou semaines après l'enlèvement, bien que la police confirme rarement le paiement d'argent aux ravisseurs. Une société de conseil nigériane en géopolitique estime que plus de 18 millions de $ ont été payés en rançon depuis 2011 dans un rapport publié l'année dernière. Une grogne du président sud-africain à la virtuelle séance du Forum économique mondial 2021. Cyril Ramaphosa a déploré la course au vaccin telle qu'elle est actuellement menée par les pays européens. Il les appelle à partager leurs stocks. Les laboratoires fournisseurs des vaccins homologués contre le nouveau coronavirus sont assaillis de commandes, essentiellement des pays européens qui, au dire du président sud-africain, en ont plus qu'il n'en faut. À l'heure qu'il est, les pays riches du monde entier s'accrochent à ces vaccins et nous leur disons distribuez ces vaccins en trop que vous avez commandés et que vous gardez précieusement en stock. Il est inutile pour un pays avec une population d'environ 40 millions d'habitants d'acquérir 120 millions de doses ou même 160 millions. Le monde a besoin d'accéder à ces vaccins. L'Afrique du Sud, pays le plus touché du continent, attend toujours de pouvoir payer des vaccins et ils lui seront vendus 2 fois plus cher que le prix auquel les pays européens en prennent, selon un communiqué. Il y a un danger à ne pas favoriser l'accès à tous aux vaccins, quel que soit le pays, soutient le président sud-africain. Le prix des doses est actuellement un sujet mondial sensible, de nombreuses négociations étant en cours avec les laboratoires pharmaceutiques. L'Organisation mondiale de la santé a récemment appelé les gouvernements à cesser les négociations bilatérales avec les laboratoires au risque de faire grimper les prix. Première puissance industrielle du continent, l'Afrique du Sud est en difficulté pour financer l'immunisation d'une population de 59 millions de personnes et fait partie du dispositif COVAX de l'OMS pour un accès équitable aux vaccins. Les restrictions sanitaires imposées aux Libanais opposent les populations aux gouvernants.
Ce lundi, elles en sont arrivées aux mains avec les forces de l'ordre. Plusieurs blessés ont été dénombrés. Reportage. C'est un confinement strict qui est en vigueur au Liban pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus. Il était prévu pour prendre fin le 25 janvier, mais il a été prolongé au 8 février. Cette restriction est apparemment invivable pour les Libanais qui sont alors descendus dans les rues de Tripoli, leur ras-le-bol, la faim. C'est à cause de la faim. Les gens ont faim, ils veulent manger. Il n'y a pas d'autre raison que la faim qui pousse les gens à descendre dans la rue. L'État a échoué. L'État est corrompu et gouverné par des voleurs. Les politiciens, n'est-ce pas assez? À cause de la faim, je le jure, certaines personnes démontent des pompes à eau et les vendent pour acheter de la nourriture. Un homme a demandé à sa femme pourquoi nous n'avons pas d'eau à la maison. Alors, il a vérifié et a constaté que sa pompe à eau avait disparu. Les gens ont faim. S'il vous plaît, démissionnez. Le pays de 6 millions d'habitants a recensé jusqu'ici 282 249 cas, dont 2404 décès. Le confinement s'accompagne d'un couvre-feu de 24 heures et d'une fermeture des commerces. Des exceptions pour le personnel médical ou les journalistes et des attestations de sortie sont prévues pour certains déplacements. Le pays est englué dans sa plus grave crise économique avec une dépréciation historique de sa monnaie, une hyperinflation et des licenciements massifs. La moitié de la population vit désormais dans la pauvreté. Et c'est tout pour ce journal, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Nos programmes se poursuivent sur Sika TV.